Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex du podcast Sirotons le houblon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis à la brasserie Aérofab en compagnie de Charles et de Tang. Salut Alex. De Charles, oui, j'ai failli me tromper. Et Tang, donc Tang sous le pseudonyme Tang connu de tous. C'est ça. De tout le monde brassicole déjà. Ouais, des designs de l'enfer. ça résume bien la chose. Merci pour l'accueil à la brasserie. On est dans un très bel endroit. Je trouve que vous avez un super endroit, bel espace de vie, belle brasserie, beau taproom. On boit bien, on mange bien, donc c'est bien pour débuter. Pour commencer facilement, je vais juste vous demander à tous les deux de vous présenter rapidement pour que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Vas-y Tang, je t'en prie. C'est trop d'honneur. Je donne la main à Tang. Alors Tang, je ne sais pas par où commencer. C'est Tang, j'étais illustrateur à la base et graphiste dans la bière. Et j'ai été, ça fait 1 an et 1 jour que je suis à la brasserie, je crois. 1 an et 1 jour. Exactement, ouais, je crois que j'étais le 1er septembre, l'année dernière. Et donc voilà, je suis arrivé, comme tu dis, dans ce merveilleux endroit. On mange bien, on boit bien et on fait des bonnes bières. C'est plutôt très cool. Yes. Et donc, de ton côté, Charles, je suis un des fondateurs de la brasserie avec Arthur. On a monté la brasserie il y a 4 ans maintenant, un truc comme ça. Et voilà, j'étais ingénieur de formation, 9 ans à travailler dans une grosse boîte. Tous les deux, avec Arthur, avant, vous étiez dans d'autres domaines et ouais, c'est ça. Vous connaissiez on déjà a fait d'avant, nos études ensemble il y a un peu plus de 10 ans. Et puis on s'est retrouvés sur Nantes il y a 5 ans. Et puis du coup, le projet de la brasserie est venu à peu près dans ces eaux-là. Ok, ouais, c'est ce que j'avais noté. Moi, j'ai noté une brasserie qui a été fondée en 2018, donc ouais, c'est ça, il y a 4 ans. Donc là, aujourd'hui, on est dans les locaux de la brasserie à Sautron, province de Nantes. Avant ça, vous avez brassé en Gypsy. Ouais, on a fait 1 an de Gypsy quasiment toute l'année 2018. Ouais. Bonne. Donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur... je m'adresse à toi parce que je pense que Tang n'ayant que 1 an et 1 jour d'ancienneté, sera peut-être moins apte à me répondre sur la genèse de la brasserie. Moi, j'ai suivi les gars toujours de ce qu'ils faisaient, donc je connais l'histoire maintenant. Ouais, sur la genèse de la brasserie, la naissance, comment vous avez décidé de vous lancer à brasser dans un premier temps en Gypsy, puis au point de créer ce lieu Ouais, carrément. Bon, on a le même parcours que pas mal de brasseurs, je pense, aujourd'hui. On était du coup potes tous les deux, amateurs de bière, avec le mouvement un peu de brasseurs amateurs qui se lançait. On s'est mis à brasser notre bière à la maison pour le plaisir. Et puis, au bout d'un peu plus d'1 an, on s'est dit, mais c'est vraiment cool. Enfin, on passait notre vie à brasser, on brassait tous les week-ends, le soir en semaine. Ça commençait à prendre de plus en plus de place et donc à un moment on s'est dit mais tiens c'est cool, est-ce qu'on ferait pas ça de notre vie, marre de nos boulots d'avant, donc on a mis les bouchées doubles, on a rencontré Nicolas de la brasserie de la Hulotte là, qui fait des ateliers de brassage là, avec qui on est un peu associés aujourd'hui et du coup on a commencé à brasser en amateur mais chez lui, donc là on allait vraiment à fond et puis ensuite on a fait ok allez c'est ça qu'on a envie de faire et donc on est parti, on a quitté nos boulots pour vraiment être plus dedans et donc le temps de monter le projet parce que c'était assez long, notamment la recherche de financement, on a un peu galéré. Du coup on s'est lancé en faisant du Gypsy quoi. C'était plus une contrainte au début finalement qu'un choix. Mais c'était une super chose parce qu'en fait on a carrément affiné notre projet en faisant ça. On a rencontré plein de monde, on a eu le temps de... Vous avez eu le temps de pas mal circuler dans plein de brasseries pour le Gypsy. Je me suis un peu plongé, on va dire, dans les historiques des pages Facebook et Instagram de la brasserie. J'ai vu que vous aviez brassé dans pas mal d'endroits différents, Parisis, Mélusine, à l'IFBM, chez Nautil, La Muette. Ouais. Ça a envoyé pas mal. Ouais, carrément. On a fait la brasserie de la Velue, je crois aussi. Je sais plus comment ça s'appelle, celle de Michael au Mans. Enfin, on a fait des plus petits trucs, plus ou moins gros. Je connaissais pas ça. Et une petite dizaine de brasseries. Donc ouais, c'était hyper intéressant avec des tailles de brasseries complètement différentes, du matériel qui avait rien à voir. Enfin, entre des grosses brasseries, là, tu parlais de Mélusine, Parisis, la Muette, l'IFBM, là, c'était des gros trucs. Après, il y avait Nautil qui avait un plus petit matos.
à l'époque, la brasserie de la Vlue aussi justement, et donc on était assez contents de voir à la fois des grosses brasseries automatisées on se disait bon ça on n'aura jamais ça, et puis du plus petit matériel où on pouvait mettre la main à la pâte. C'était plus ces petites brasseries finalement qu'on appréciait parce que ça vous permettait de commencer à prendre la main sur ce que vous alliez faire après sur un outil assez similaire. Exactement, et de se former, et puis nous d'affiner les trucs, de discuter avec les brasseurs et de voir. Vu qu'on est tous les deux un peu ingénieurs geeks sur les bords, on a voulu monter toute la brasserie nous-mêmes, et donc ça nous a permis vraiment d'affiner dans les choix techniques, d'anticiper les travaux, de faire les choses. Ça a été une étape aussi d'apprentissage, justement, aussi bien sur la technique de brassage que sur la construction d'une brasserie, ce qu'il faut bien penser en amont avant de s'installer entre les murs de. Carrément. Ouais. C'est ça. Carrément. Bon bah top. Dès le début en fait, même en Gypsy, vous avez fait le choix de brasser des bières et de les mettre en canette. Ouais. Ça a été, je pense qu'il n'y a jamais eu de bouteille chez Aérofab. Jamais. Je crois pas. Enfin en amateur si. Ouais. Même en amateur, ils faisaient des canettes. Mais en amateur, on faisait déjà des canettes. Ouais. C'était pas dingue, mais. Mais ouais, depuis le début, même, c'est le moment où on était amateur et qu'on s'est dit, ok, on va se lancer là-dedans en pro. Donc c'était vraiment très en amont. On s'est dit, ouais, la canette, c'est vraiment le truc qui. Ouais. Ça claquait pendant les soirées BN, vous ramenez des canettes. Quoi. Bah ouais, on était avec nos bouteilles là, tout oxydées. Ouais. Donc dès le début, en fait, vous étiez même plutôt une brasserie assez précurseur en France là-dessus. Je pense que quand vous vous êtes lancé avec les premières canettes en 2018, il n'y avait pas beaucoup de brasseries, du moins craft, qui faisaient de la canette. Ouais, je crois qu'il y a quasiment personne qui. Ou alors peut-être en one shot une fois de temps en temps. Ouais, c'est ça. Il y avait nous, on a travaillé avec. Il y avait personne qui avait d'encanneuse en France à ce moment-là, à part les brasseries industrielles. Et du coup, les premiers encanneurs mobiles qui sont venus en France, c'était Grande Canning, des gars du Luxembourg, avec qui on bossait. Et ils avaient fait 2 sessions, je crois, d'encannage pour des brasseries dont j'ai plus le nom, mais des petites brasseries qui avaient fait des trucs one shot. Mais après, c'est arrivé assez vite. En fait, je pense que nous, on a fait de la canette parce que tout ce qu'on buvait, toutes les bières qu'on appréciait, c'était beaucoup de bières anglaises et qui étaient en canette, quoi. Ouais. Et donc, on était convaincus. On se disait, si ça marche là-bas, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas en France. Que ça prenne pas en France. Ouais. Et du coup, au final, vous avez eu le nez creux parce que maintenant, n'importe quelle brasserie qui se veut craft et un minimum, on va dire, orienté vers un public beer geek, passe à la canette. Ouais, même les plus, même les plus connus sur ce créneau-là en France, comme, je sais pas, on prend Piggy ou Popin, on commençait à la bouteille et on fait le passage à la canette après vous, en fait. Oui, ils ont, oui. Pas longtemps après. Oui, pas longtemps. Enfin, en tout cas, eux, ils ont eu leur encanneuse avant nous, parce que nous, on a traîné longtemps en travaillant en sous-traitance. Mais oui, effectivement, ils sont passés par de la bouteille avant d'aller sur la canette. Nous, on avait l'avantage, en fait, de pas exister. Enfin, on est arrivé, je pense aussi pile poil à un créneau où, du coup, vu qu'on n'existait pas, on était en Gypsy, ça nous coûtait pas. Enfin, c'était pareil, tu vois, on risquait pas, on n'avait pas déjà une gamme en place. Les brasseries déjà existantes, tu te dis, ok, j'ai mes bouteilles qui se vendent, qu'est-ce qui se passe si je passe en canette? Le choix, il est encore plus difficile. Déjà, nous, on a vraiment hésité. On était convaincus de ça, mais jusqu'au dernier moment, c'est pour ça qu'on a mis du temps à acheter notre canneuse. On doutait, quoi. Ouais, il y a eu une hésitation, un doute, c'était pas fort. Enfin, j'imagine que pour vous, c'est une conviction d'aller vers la canette, mais c'était pas forcément primordial dans le lancement de la brasserie. Si, nous, c'est vraiment, ça faisait partie, c'était l'ADN du truc, on voulait absolument faire ça, mais les gens n'y croyaient pas, quoi. Clairement, c'est aussi pour ça qu'on a galéré à trouver des financements, parce qu'on racontait ça aux banquiers, on aurait mieux fait de se taire, parce que du coup, en fait, on leur faisait peur au lieu de. Ils devaient déjà pas être habitués à filer de l'argent à une microbrasserie, et en plus de ça, ça les rassurait pas du tout. Canette, Carrément, c'était pour eux beaucoup trop original. Et tous les distributeurs avec qui on discutait, les cavistes, enfin le retour de tout le monde était quasiment unanime sur le fait que c'était hyper casse-gueule, quoi. Ouais. Les gens y croyaient pas, quoi. Donc c'était un peu osé. Mais, encore une fois, vu qu'on n'a pas investi dans la machine et qu'on était en Gypsy, on prenait pas tant de risques que ça. Donc on s'est dit, on tente le truc. Au pire, on met 6 mois à vendre nos canettes. Et après, on repassera la bouteille. Et puis, c'est ça, c'est plus facile de changer dans ce sens-là. On tente vous n'aviez pas l'encanneuse, c'était. Ouais, c'est ça. Il n'y avait pas l'investissement dans le matériel. Il n'y avait pas de frais, tant que tu es en Gypsy. Et donc en fait on a tenté le truc et puis ça l'a fait, donc c'est parti comme ça petit à petit, quoi. Et maintenant ça en devient même un peu débile, tu vois, on parlait justement de tous les cavistes au début étaient réfractaires et maintenant j'entends de plus en plus de si c'est pas en canette, on n'en veut pas, quoi. Du coup, on est arrivé dans un autre c'est vrai que notre absurdité, quoi. Pour certains styles de bière maintenant, en tout cas d'un point de vue distributeur, c'est beaucoup plus dur de vendre à des cavistes des bières type IPA et IPA si elles sont pas en canette. Bah ouais, c'est dingue, ouais. Effectivement, ça conserve mieux en canette, il y a plein d'avantages, machin, mais bon, il y a moyen de faire des très bonnes IPA en bouteille aussi. Si c'est bien fait, je pense que ça bouge plus en bouteille. T'évoquais le fait que la canette ait des avantages face à la bouteille. Pour toi, c'est quoi les avantages qui t'ont convaincu pour lancer la canette chez Aérofab dès le début?
Ouais, bah nous c'était l'argument de conservation quoi sur les bières houblonnées. Dès le début, il y avait l'objectif d'aller se lancer sur ce style de bière. Ouais, c'est ça. En fait, c'était lié au style de bière, mais les deux sont liés. Encore une fois, on appréciait vraiment pas mal de bières de brasseries anglaises qui étaient en canette, et c'était des bières, enfin des brasseries qui faisaient principalement des grosses IPA, des NEIPA, des Cloudwater et ainsi de suite, j'imagine. Carrément. Et donc la canette était liée pour plein de choses à ce style de bière. Ouais. Puis le confort de travail quand même de la canette. Ouais, je trouve ça quand même. C'est un truc de. Mais ça, on le savait pas à l'époque. Ouais, mais je le vois maintenant là-dessus, et clairement, c'est un gros confort face à la bouteille. Hein. C'est moins lourd, ça fait moins de bruit. Niveau stockage, transport, ça a plein d'avantages. Ouais, en production. Il y a des complexités au début qui sont liées au conditionnement canette, qui est un peu plus technique peut-être, ou en tout cas il y a moins d'expérience, c'est moins standard que la bouteille, donc sur les machines, il y a un petit peu faut se faire la main au début. Mais après, effectivement, il y a tellement d'avantages. T'as pas de verre cassé, rien que le bruit quoi d'une ligne de conditionnement en bouteille. Et le poids d'un carton quoi, de 24 bouteilles, 24 canettes, c'est pas le même. Hein. Clairement, oui. Niveau logistique, tu mets plus de cartons sur une palette, tu mets plus de volume sur une seule palette, il y a plein d'avantages. Dès le début, en fait, tu me disais vous étiez très bière houblonnée. Et en fait, même de tout ce que vous avez sorti, on a de l'IPA, de l'American Pale Ale, de la NEIPA, de la double NEIPA, j'en passe, et même des Sour Berliner Weiss, que des styles très geeks. Oui. Alors, je comprends bien que c'est lié à ce que toi tu buvais, ce que tu aimais, ce que vous aimiez avec Arthur. Est-ce que ça n'a pas été un petit peu compliqué au lancement quand on débarque à la fois avec des styles qui sont et geek et en canette? Alors, quand je parle au lancement, c'est de manière générale. Toi, tu me parlais de financement, mais aussi d'aller trouver son public. Pas tant que ça, je pense, et peut-être même pas assez avec le recul. En fait, on s'est lancé et on a, comment dire, ça nous a fermé des portes. D'être en canette, c'est sûr, et puis d'avoir des styles un peu geek, mais ça nous en a ouvert tellement d'autres. Parce qu'on est arrivé vraiment au moment du décollage. Enfin, c'était pas le décollage de la craft, ça faisait déjà quelques années que c'était parti, mais c'était vraiment le moment, je pense, où la croissance était le plus fort, quoi. Il y a 4 ans, 3-4 ans. Faut voir ça aussi. C'était des bonnes bières, quoi. C'est vrai que vous êtes arrivé d'entrée de jeu avec des recettes qui étaient déjà assez calibrées, des produits qui étaient bien foutus. Donc, on a essayé de pas improviser sur le truc et d'arriver direct avec les c'est sûr, on a mis l'énergie là-dessus. Et sans doute le côté canette aussi, mine de rien, nous a aidé, je pense. À la fois, ça nous a fermé des portes, mais l'originalité du support, pour des gens qui buvaient justement, qui étaient déjà des amateurs de bière. Donc je pense que ça nous a vite fait des volumes sur ce marché finalement du bière geek, quoi. Et donc on a continué là-dessus et on n'a jamais eu vraiment besoin de faire de bière un peu standard entre guillemets. Mais c'est aujourd'hui qu'on y vient, tu vois. Maintenant avec le recul, on se dit bon c'est sympa tout ça, mais il faut une gamme. On aimerait bien. Alors on vend quand même beaucoup sur Nantes, c'est la majorité de nos ventes, mais c'est pas 90% et on aimerait bien tendre vers ces trucs-là, quoi, de vendre beaucoup plus en local et c'est sympa de vendre au national. Mais c'est pas quelque chose de durable ou de super satisfaisant, donc on continuera évidemment d'en faire. Oui, en plus, tu as tellement de brasseries qui maintenant se créent aux quatre coins de la France et qui sont toutes aussi quali que on a une tendance peut-être à se resserrer sur le marché local. Il y a suffisamment à boire partout en France. Maintenant, il n'y a plus de manque dans aucune région, je pense, de bière quali pour devoir aller chercher ailleurs. Ce qui est une super chose, qu'on se rapproche justement de ce qu'il y a en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, enfin dans plein d'autres pays. Tu vois, t'évoquais la création de la brasserie en 2018 et enfin la création de brasserie en tant que telle et du local brasserie. Là, c'était quoi, mi-2019, je pense que vous êtes installé ici. Et c'est ça, on a eu les clés en 2019 au 1er janvier et du coup le temps de faire tous les travaux, on a ouvert en mai, on sortait les premières bières, je crois. Et pour rejoindre ce que tu disais sur le démarrage qui était peut-être trop facile selon toi, c'est de mon point de vue de consommateur, j'ai vraiment le sentiment que Aérophobe a toujours été là. Et j'ai du mal à me rendre compte que c'est une brasserie qui n'a que 4 ans. Dans le sens où je pense que d'entrée de jeu, vous êtes arrivé assez fort avec des produits quali qui ont marqué les gens. Et au final, on n'a pas l'impression que vous êtes aussi jeune que vous l'êtes. Je sais pas si d'autres auditeurs me rejoindront là-dessus, mais c'est voilà, quand j'ai préparé le podcast et que je me suis rendu compte que vous aviez commencé en Gypsy en 2018 et que la brasserie était vraiment installée ici que depuis 2019, je me suis dit mais merde, ça fait 3-4 ans, pas plus, et j'ai l'impression que moi je connais la brasserie depuis toujours. Ça j'ai du mal à me rendre compte, mais en même temps globalement je pense que sur toute la scène craft française, la majorité des brasseries sont pas bien vieilles, quoi. Et tout ça arrive un peu, enfin même c'est ça. Tout le mouvement, le temps qu'il émerge, tout ça, et ça arrivé, ça arrive en même temps. C'est vrai. C'est à peu près ça, quoi. Je pense ces années-là, Popin, Piggy, la débauche était là avant quand même. Mais l'émergence de la scène très
très geek, on va dire, peut-être en France, est arrivé à peu près en même temps. Ouais. Dès le début, là, à l'installation ici, donc à Sautron, dans votre local mi-2019, vous avez, en plus de la brasserie, voulu d'entrée de jeu installer la taproom, avoir un lieu de vie et de consommation sur place. C'était vraiment un besoin d'entrée de jeu d'avoir ce lieu de vie, de pas le repousser, on va dire, dans un second temps, comme peuvent le faire beaucoup de brasseries, par peut-être question de financement ou je ne sais quoi. Bah, en fait, si, c'était pas du tout le projet au début. Enfin, on a longtemps hésité entre monter un brewpub et faire une brasserie. Et puis, en fait, on s'est arrêté sur la brasserie parce qu'on s'est rendu compte qu'un brewpub, c'était avant tout un bar et pas une brasserie. Et que du coup, on se sentait pas du tout l'âme de gérant de bar, mais plutôt l'âme de brasseur. Le côté production nous attirait à fond. Donc on est parti là-dedans et on s'est dit on veut pas faire de bar du tout. Mais en fait pendant les travaux, là, justement, on a eu des clients en janvier, on a ouvert en mai, on a sorti les premières bières. Bah, du coup pendant toute cette phase-là, il y a des gens qui passaient tout le temps, qui voulaient boire un coup, et donc nous on n'avait pas du tout prévu de faire une taproom et en fait ça s'est un peu imposé parce que les gens étaient là et puis à un moment on s'est dit bah c'est trop con. Genre on produit de la bière, si on peut pas en vendre sur place, c'est un peu débile. Et donc on a un peu improvisé une taproom, mais tu vois, on est en perpétuel, on a refait des travaux là encore. J'ai l'impression qu'on fait des travaux dans la taproom depuis le début. Jamais. Parce que du coup on est parti de rien, quoi. On a acheté 10 becs sur internet et un petit groupe froid, on a bricolé un système de tirage nous-mêmes et puis un petit meuble, un peu des copains qui nous ont aidés partout, faire des sanitaires, du mobilier en extérieur. Enfin petit à petit on améliore le truc. Donc on a fait ça avec peu de budget, mais finalement à force de travaux, ça commence à ressembler à un truc cool, on espère. On a un super truc maintenant. Ouais. Oui, l'endroit c'est cool. L'endroit des potes, il y a, je sais pas, vous avez combien, 10 tirages ? On a 10 tirages. Ouais. Ça envoie. Donc là, pour ceux qui souhaiteraient nous rendre visite, la taproom, c'est ouvert jeudi, vendredi, samedi, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Jeudi soir, vendredi du midi, le midi et le soir, et le samedi de midi jusqu'à 19h. Ok, avec du coup vendredi et samedi des food trucks. Ouais, c'est que le vendredi. Non, c'est juste le vendredi. Ouais. Juste le vendredi. Et le samedi, on était un barbecue à disposition. Et voilà. Et de la vente à emporter aussi, si on le souhaite, de canettes et tout ce qu'il faut. Ouais, carrément. Est-ce que vous pouvez tous les deux me décrire un peu plus la gamme d'Aérofab ? Parce que je vais pas vous mentir, moi en tant que consommateur, j'ai toujours été un peu perdu entre en fait, déjà on a des noms qui sont à chaque fois inspirés de vent, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et à chaque fois, il y a des évolutions. On retrouve la V1, la V1.7, la V2, la V4. Comment c'est construit ? Est-ce que maintenant, il y a une gamme permanente ? Comment fonctionnent les éphémères ? Ouais, on a un peu improvisé là-dessus. Éclairez-moi un peu là-dessus. Il y a une gamme permanente maintenant. Il y a une gamme en 33, tu vas retrouver toujours les mêmes recettes. Et après, sur les éphémères, c'est des évolutions, c'est des changements de houblon. Enfin, ça, on a fait évoluer un peu là. Ouais, donc en gros, il y a quelques bases. Donc il y a une base de Neipa, par exemple, une base d'IPA, de DDH IPA, une base de Sour, de Berliner Weiss, ainsi de suite. Et à chaque fois, il y a des évolutions, nouveaux houblons, nouveaux fruits. Ouais. Okay. En fait, au début, on voulait pas faire du tout de gamme. Ouais. Et pendant, je pense, 1 an et demi, on n'a pas fait de gamme du tout. À chaque fois, on faisait des nouvelles bières. Et du coup, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on pouvait pas changer le nom de la bière tout le temps parce que c'était trop de boulot et que les gens étaient trop perdus. Donc, on a choisi un peu comme certaines brasseries, mais il n'y en a pas beaucoup, des numéros de version. Ouais. En gardant un nom, et l'idée c'est-à-dire le style il va rester le même, le taux d'alcool, enfin voilà, grosso modo c'est la même chose, mais on va faire des petites variations, notamment sur les houblons, sur les techniques de brassage qui vont changer un peu le corps de la bière, ce genre de choses. Mais du coup le public qui s'y connaît pas trop, il va pas trop être perdu s'il reprend une Mistral V1 ou une Mistral V3, ça va être... tu disais le public va pas trop s'y perdre. En fait, je pense que c'est vrai pour un grand public qui est peut-être pas forcément très dans la bière et qui du coup se dit ah oui, elle m'avait bien plu la Mistral, je vais reprendre la même si c'est une V1 ou une V1.5. Oui, il fait pas attention à ça. Par contre, t'as pas peur de perdre un peu les beer geeks qui se disent ah mais en fait Mistral, j'ai déjà goûté celle-ci et que ça lui donne moins envie d'aller vers une V1.5 que si c'était un nouveau nom. Ouais, c'est possible. Ça, on s'est jamais trop posé la question. Mais on le fait plus maintenant. C'est-à-dire qu'au fait, au début, par exemple, on s'était dit la Nor'easter, c'est la première NEPA qu'on a fait. Ouais. Et on s'est dit, la Nor'easter sera notre NEPA, mais il pourrait y avoir plein de NEPA différentes. Bien sûr. Et du coup, justement, ça rejoint ce que tu disais. À un moment où les gens ils goûtaient des Nor'easter, ils disaient, mais c'est plus du tout la même chose. Donc là, ça fait partie des bières justement qu'on a un peu rentré dans la gamme. Maintenant, il y a une Nor'easter, il n'y a plus de V6.7 parce qu'on l'a brassé beaucoup trop souvent. Donc là, elle est stable maintenant. Là, elle est stable et on a ressorti du coup. Là, on a la Rafale, on a la Couchy. Enfin, on a sorti tout un tas. On a essayé de faire ça comme le font en fait la majorité des autres brasseries. On ressort un nouveau nom à chaque fois. Mais
Enfin, ça demande vachement de boulot. Je sais pas comment ils font tous déjà. Nous, j'ai l'impression qu'on passe la moitié de notre temps à faire ça. Trouver des noms, des motifs. C'est vrai que c'est pas simple. Hein. Des trucs pour les bières. Et ça perd aussi les gens. On continue à faire les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on recrée. Quand on fait un truc vraiment foncièrement différent, on retrouve un nouveau nom. Et puis après, on va. Et il y a aussi une réalité toute bête de brasserie artisanale, c'est qu'on n'est pas. C'est difficile de reproduire exactement la même bière. Ouais, sur des trucs. Et donc au début, on sort une première bière, on la goûte, elle est bien. Et puis on se dit, on pourrait faire mieux, mais du coup, c'est pas complètement un truc différent. Et donc on va la refaire, et du coup, là, on le met en toute transparence, c'est la version 1.2 ou la version 2. Parce que du coup, on a fait une première qui était bien, on a voulu affiner le truc. Il y a de plus en plus de bières, on arrête de mettre les numéros quand on estime qu'on a atteint un truc qui nous plaît. Qui n'a plus matière à évoluer ou plus besoin d'évoluer. Et alors, quand on a une bière qui passe de la V1 à V1.2, est-ce que c'est une bière complètement différente ou est-ce que c'est juste une amélioration de la première versus une bière qui passe de la V1 à la V2? Est-ce que là, tu as un changement de recette? C'est un peu l'idée, mais du coup, c'est hyper subjectif. Tu vas peut-être avoir un houblon qui change. Quand tu poses le truc, on va peut-être avoir tous les houblons qui vont changer. Enfin, voilà, c'est plus. Il y a peut-être une notion d'évolution plus ou moins importante en fonction de ce qu'on va apporter à la recette en changement. Quoi. S'il y en a beaucoup, ça va passer sur une V2, V3, et sinon, c'est. C'est pas compliqué vis-à-vis de vos clients pros et distributeurs de référencer des bières qui ont le même nom mais changent de version de temps en temps. Est-ce qu'un distributeur qui t'achète de la Gucci V1, je sais pas si le jour d'après tu lui dis je te propose de la Gucci, par contre cette fois c'est la V1.2 et pas en fait, j'ai l'impression qu'on le met vraiment pas beaucoup en avant, tu vois, sur les étiquettes ça se voit pas énormément et on le vend pas comme ça, en fait, on la vend comme une Kushi, on décrit. Le style, de toute façon, est le même, c'est le même produit, c'est juste un autre brassin, tu vois. Si c'est vraiment différent, en fait, aujourd'hui, effectivement, on fait plus tant de V2, de V3, parce que ça change vraiment beaucoup. C'est un nouveau style, c'est un nouveau nom, c'est une nouvelle bière, quoi. Okay. Donc, en fait, c'est plus, on suit des évolutions de brassin. Et donc, le client, on lui parle d'un style de bière et pas forcément du... Oui, parce que le nom reste le même finalement, tu vas acheter. Il y aurait quelques modifications, mais tu vas pas avoir quelque chose de totalement différent. C'est vraiment les personnes les plus pointues qui vont aller noter les différences. Ouais. Et pour, genre s'il y a du sabreau dedans, tu vois. Ouais, ça je le verrai. Est-ce que vous pouvez tous les deux m'en dire un peu plus sur justement tout ce qui va autour de la brasserie en termes de naming et de marketing, si on peut dire ça. Pourquoi le nom Aérofab? Pourquoi toutes les bières ont des noms de vent? Comment sont choisis ou créés les visuels? Gros sujet. Bah ça, je sais faire, Aérofab, c'est la fabrique de vent. Pour pas de raison particulière. Enfin, voilà, on aimait bien l'univers du vent, ça nous a plu. Dès le début, justement, on était sur un truc, on voulait une gamme hyper vaste. Enfin, justement, pas de gamme, avec à chaque fois des nouveautés. On s'est dit, les vents, il y en a des milliers dans le monde. Donc on va pouvoir trouver un paquet de noms. Là, on commence à saturer. Les noms prononçables en français. Ah oui, il y en a des fois. Maintenant, on commence à s'arracher les cheveux. Et du coup, c'est Nicolas qui est à la brasserie La Hulotte, là, qui fait des ateliers de brassage, qui était graphiste avant, qui a repris le travail des graphistes qui ont créé les premières canettes. Et du coup, c'est lui qui retrouve des noms de vent, qui retrouve des motifs. Qui décline tout ça. Ouais. L'idée, c'est d'avoir des motifs qui représentent un peu les lignes de vent. Alors, on s'en éloigne un peu parce que maintenant, pareil, si on veut pas que tout se ressemble, il faut qu'on aille chercher. Un peu. Est-ce que vous allez rester du coup dans ces canettes avec des designs très, on va dire, graphiques, ou est-ce que ça va aller sur quelque chose de peut-être plus artistique comme le font d'autres brasseries à terme? Par exemple, on voit à chaque fois que vos collabs ont des étiquettes qui sont complètement décalées et en dehors de cet univers graphique que vous allez. Est-ce que ça va devenir plus une norme pour la brasserie ou est-ce que vous allez vraiment rester dans votre pour l'instant, on aime bien. Effectivement, au début, clairement, notre grosse inspiration, c'était Brew by Number quand on était fan ou Kernel, tu vois, des trucs hyper sobres, très classiques, très neutres. C'est ça. Ouais. Et donc, on a ce côté noir et blanc et les canettes, on ne voit pas trop la différence d'une à l'autre quand on est de loin. Donc ça, c'était notre inspiration. On les voit bien dans les caves. Ça va bien par rapport aux étiquettes colorées. Surtout une brasserie, surtout une cave qui va classer par brasserie. Oui. C'est vrai que tu as des brasseries qui vont avoir plein de trucs très très jolis, plein de couleurs, mais qui n'ont pas de lien entre eux. Au moins, un rayon d'Aérofab, de loin, tu le reconnais, tu le vois très bien. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'on a vite été déçus parce que on les trouvait. Quand tu les compares avec plein d'autres canettes, tu vois, une à une, tu arrives dans une cave, tu fais putain, c'est vrai que nous, c'est quand même fados, c'est pas joli quoi. Moi, c'est un truc, ça m'a marqué au bout d'un an et tout. J'étais putain, c'est vraiment pas fun notre affaire. Kernel, c'est pas fun, mais mais bon, c'était le cahier des charges, donc on va rester là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement, assez rapidement sur les collabs, on voulait. Là, du coup, c'est vraiment des trucs hyper éphémères.
Et donc là, on s'est dit, pour sortir du truc, on va mettre de la couleur. Et donc, je crois qu'on fait ça quasiment depuis le début sur toutes les collabs. Ou du coup, même nous, on sort des trucs en interne, des séries vraiment très spéciales pour un événement, pour un truc où là, on va mettre de la couleur. Okay. Mais l'idée, c'est de garder ce distinguo pour justement mettre en avant les collabs ou les brassins vraiment qui sortent du lot. Et le reste, je vais dire de la gamme, même si c'est pas une gamme et que c'est des bières éphémères, mais qui sont plus dans les standards de ce qu'on fait d'habitude, là, on garde cette charte graphique, quoi. La Santana vaut le coup d'œil. Hein. Je regarderai ça. Ouais. Au dos de vos étiquettes, il y a aussi un cartouche qui est assez didactique dans lequel on va retrouver plein d'informations, les maltes détaillés, les houblons détaillés quand ça a besoin de l'être, IBU, EBC avec des petites jauges. Ça, c'était quelque chose aussi pour vous d'important, d'apporter ces informations aux clients, aux consommateurs qui sachent un petit peu plus ce qu'ils boivent ou qui comprennent ce qu'ils boivent en tout cas. Ouais, c'est comme pas mal de brasseries aujourd'hui, hein, je pense. On vient ça se voit de plus en plus, mais je pense que vous étiez aussi assez innovateur sur ce principe-là. J'arriverai. Pas forcément les premiers. Pas carrément marqué ses houblons devant. Oui, mais il n'y a pas ce côté, tu vois, l'IBU, le BC, tout le monde pas forcément en avant, les petites jauges, la température de service. Il me semble que vous mettez la température. On met pas de température de service, non. On est marqué garder au frais, je pense. Peut-être garder au frais. Ouais. Mais ouais, il y a quand même pas mal d'infos qui sont pas forcément, on va dire, accessible au public lambda, qui est peut-être plus orienté vers un public initié, ou justement pour initier un public lambda. Ouais, c'est clairement les deux. Ouais. Nous, l'idée, c'était que on savait bien, on commençait à faire ça en brasseur amateur déjà. C'était en brasseur amateur, tu mets tout le temps tes recettes, tu partages, tu échanges sur les trucs. L'idée, c'était de garder ça, quoi, de dire. Au début, on s'était imaginé ce que font certains. Ils ont bien du courage de partager toutes les recettes sur Internet. Mais du coup, s'il y a des gens qui veulent des recettes, ils nous envoient un mail, on les partage avec plaisir. Mais du coup, juste, on n'a pas le temps de balancer toutes les recettes sur Internet. Mais dans le fond, c'était l'idée, en tout cas, d'être transparent sur ce qu'on met dans la bière pour les brasseurs amateurs ou les bières geeks. Et puis, effectivement, pour les gens qui s'y connaissent moins en bière, de se poser la question, en fait. C'est juste de dire, OK, une bière, en fait, c'est pas juste une bière. Ouais. Et c'est pas juste de la bière, entre guillemets. Et du coup, il y a tout un savoir-faire des ingrédients différents. Il va vraiment... que les gens se posent la question, quoi. De Molène faisait ça, leurs étiquettes avec tout. Ah oui, effectivement. Tous leurs ingrédients, houblons et tout, les vrais plateaux. Et nous, on le voit beaucoup justement à la taproom où tu disais, on est à Sautron, effectivement, c'est une ville en périphérie de Nantes où clairement, il n'y a pas. La moyenne d'âge est assez âgée, disons-le comme ça. Et il n'y a pas les gens venaient au début à taproom plus par curiosité, ils y connaissaient, ils buvaient déjà pas beaucoup de bière et le peu qui buvaient de la bière buvaient que de la bière industrielle. Et donc, c'était hyper intéressant. Justement, les gens nous posaient des questions. Qu'est-ce que c'est que les EBC, les IBU, les houblons? Enfin, ça pose la question, quoi. Tu mets rien sur ton étiquette, les gens te posent pas de questions. Et donc, c'est vrai, ça incite les gens à se questionner et à s'intéresser au produit. Qu'est-ce qu'on boit? Comment ça se passe? Salut, je fais une petite pause dans ce podcast pour te dire que si tu aimes ce que je fais, tu peux toujours aller noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou toute application de podcast. 5 étoiles et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vraiment t'aimes beaucoup et que tu veux nous soutenir, on est sur Patreon, patreon.com/siroton le houblon. Tu peux faire des dons avec plusieurs paliers et pour certains paliers des contreparties, mug, t-shirt, sweat, voilà. Merci pour l'écoute et à bientôt. Je vais changer complètement de sujet, on va parler un peu plus technique, surtout matériel. À chaque fois que j'ai eu l'occasion d'évoquer Aérofab avec des brasseurs ou des gens un peu du milieu, on me dit souvent, tu vas voir, Aérofab, c'est un peu les geeks de la salle à brasser. On m'a toujours dit qu'il y avait un peu des installations un peu do it yourself, ce genre de choses. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment est équipée la brasserie? Je pense que du coup, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure avec votre passif d'ingénieur et peut-être un peu technicien du coup. Alors comment est créé en plus là, je suis arrivé, Tanguy m'a dit tu vois la brasserie tu peux revenir 2 semaines plus tard, elle aura pas forcément la même tête, elle évolue tout le temps. Tu pars 3 semaines en vacances, fais une autre formation utiliser le matériel. Donc là, non mais c'est super, il va t'expliquer, tu vas voir. Tu vas m'en parler un peu et quand le podcast sortira ça sera déjà obsolète. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui bricole en bas là. Ouais, on a fait pas mal évoluer la brasserie. Effectivement, on est un peu feignant et on aime bien bricoler, donc on a essayé d'automatiser un peu tout ce qu'on pouvait sur la brasserie petit à petit pour se rendre la tâche plus facile. Donc, tout ça sans investir dans une brasserie, une salle à brasser automatique qui coûte une fortune. Ouais, en gros, c'est là qu'est le challenge, je pense. C'est vrai que la dernière fois qu'on en parlait à quelqu'un, c'était tout juste en projet, on savait pas si ça allait marcher. Maintenant, on peut le dire, on a une salle à brasser qui vaut peut-être 70 000 €, tout confondu, et qui est totalement automatique. On arrive le matin à 8h, il y a déjà le premier brassin qui est fait, qui est en ébullition, il n'y a plus qu'à dédrécher.
Et puis le soir, on appuie sur un bouton et la brasserie elle se lave toute seule. C'est beau. Donc c'est pas mal. On est content. Et tout ça, à la force de vos bras, du coup, c'est que des petites des ajouts que vous avez fait au fur et à mesure, des améliorations. Des trucs dans la tête de Charles. Hein. Puis on va faire ça. Ah, bah, d'accord. Ouais, on a fait plein de petites choses. On avait automatisé notre CIP, on a automatisé des bullages sur les fermenteurs, plein de petits trucs. Oui, déjà, le CIP automatisé, ça, c'était déjà le premier truc. Et là, la brasserie, c'était quand même un gros truc. Ça nous a occupé toute l'année dernière. On a mis 1 an quasiment à aboutir le projet entre le moment où on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ferait pas un truc on se lancerait là-dedans. Et puis ça a démarré en décembre l'année dernière. Là. Donc ça fait, ça fait 6 mois que ça marche et que ça marche pas trop mal. Super. J'ai appris avec les vannes manuelles, moi. Oui, c'est vrai que t'es arrivé. C'était encore manuel. Les derniers brassins j'ai fait les derniers brassins en manuel. Et je suis heureux avec l'automatisation. Tu m'étonnes. Toi, tu fais quoi du coup au sein de la brasserie? Je fais plus rien, moi j'appuie sur un bouton. Quand t'es là et t'appuies sur un bouton. Ouais, voilà. Devenu un pouce-bouton. Non, on brasse, mais du coup, c'est plus. C'est moins physique, moins physique, t'as moins de choses à surveiller. Enfin, il y a beaucoup de choses où tu peux laisser faire la brasserie et faire autre chose à côté. Faut toujours surveiller, hein, tu peux pas laisser, elle fait pas tout toute seule. Hein, mais, ouais, j'imagine. Mais c'est un sacré confort. Quand même. Ouais, et puis c'est l'idée sur nos bières. On s'en est bien rendu compte avec Arthur en brassant pendant les 2 premières années là où. Du coup, quand on était que tous les deux, on faisait tout, c'est hyper prenant. Et brasser, en fait, au bout d'un moment, c'est pas très rigolo. En soi, l'action de brasser, de sortir un mou de bière, il y a beaucoup de taf, c'est pas très fun. Et surtout sur nos bières, tu vois, on travaille vraiment sur la partie bloc froid. La production du mou, ça devient vite une formalité, mais qui prend du temps et qui est contraignante. Et la valeur ajoutée d'un brasseur, c'est pas de tourner des vannes, d'appuyer sur des boutons toute la journée. C'est plus de suivre ses bières, de comprendre ce qui se passe, comment travaille la levure, le houblon, les ajouts, le suivi de la fermentation. En fait, c'est là où la bière se fait, d'être focus sur le conditionnement, sur des machines plus techniques. Donc tout ce qui peut se faire tout seul, finalement, sur la partie brassage, c'est cool. Quoi. Et là, du coup, justement, on a développé aussi un petit logiciel pour suivre toutes nos bières. Oui. Stam qui est venu nous aider là-dessus. Dédicace à Stam, s'il nous écoute. Et donc on a développé notre propre logiciel pour suivre justement toute la fermentation des bières, tout l'historique de nos bières. Donc on a un logiciel qui a été fait pour nous, vraiment adapté à nos besoins. Donc ça c'est vraiment très, très sympa. Il ne doit pas y avoir beaucoup de brasseries en France qui sont à peu près à ce niveau-là de technique avec un matériel qui n'a pas coûté forcément une fortune. Moi, je dis pas que ça coûte rien, parce que ça reste quand même un matériel avec un investissement, mais voilà, on n'est pas sur une salle à brasser full automatique comme peuvent l'avoir des gros acteurs du marché. Et pourtant, vous arrivez à un résultat qui est assez bluffant. Bah merci. Mais non, c'est bluffant, je te le dis aussi. Je pense qu'il y en a pas mal quand même, tu vois, des gens qui, alors peut-être sur des plus petites brasseries, le nombre de gens qui bricolent, il faut être bricoleur quand tu montes un peu ta brasserie. Enfin, soit faut avoir beaucoup d'argent, soit faut forcément être un peu bricoleur, quelle que soit l'échelle de ta brasserie, parce que t'es obligé de t'adapter. Enfin, je sais pas comment tu fais si t'es pas bricoleur, et j'ai rarement rencontré des brasseurs qui sont pas un peu débrouillards et qui arrivent à. C'est le niveau vraiment supérieur du brassam qui doit un peu bricoler dans sa cuisine. Mais ouais, mais il y a des brassams qui font des trucs de fou. Hein. T'as des brassams qui sont des petites brasseries, des petites picots entièrement automatisées. C'est la folie, hein, clairement. Non, je pense qu'on n'est pas les seuls à faire ça. En termes de matériel, du coup, là, vous avez quoi, un bon paquet de fermenteurs, non? Il y a une douzaine, non? Et on a on a une douzaine de fermenteurs, on a 12 fermenteurs de 30 hectos, on a des petits fermenteurs de 15 qu'on a déplacés, depuis 1 an on est sur un projet barrique. Ouais. Donc on va recycler les fermenteurs de 15 sur ce projet-là. Ouais. Et en salle à brasser, vous êtes sur du 20 hectos? Et sur du 15. On a des fermenteurs de 30 et on fait des doubles brassins. Okay. Ce qui aussi nous a poussé à automatiser, parce qu'en fait on brassait 2 fois par jour. Dans la journée, du coup les journées sont... Quand c'est pas automatisé, c'est un peu long. Quand tu suis 2 brassins, c'est fatigué à la fin de la journée. Ça vous permet de produire à peu près combien de volume à l'année, en tout cas actuellement, et est-ce qu'il y a un objectif particulier avec la brasserie on devrait faire 3000 cette année. On avait prévu un peu moins, mais je pense qu'on va faire 3000 et c'est bien. Et on pensait que ce serait le max, mais en fait on a quand même fait pas mal de frais. L'équipe a grossi, il faut qu'on fasse plus l'année prochaine pour pouvoir... pour rester dans les frais. Ouais, pour rester dans les frais, Okay. Et puis on n'a pas augmenté nos tarifs cette année, mais tout augmente par nos tarifs. Donc si on veut pas tirer la langue l'année prochaine, il va falloir qu'on augmente encore un peu les volumes. Quoi. Mais on va rester, on veut
plus rajouter de fermenteur. En gros, on pourrait faire 4000 en tirant un peu sur l'équipement. Là, avec le matériel tel qu'il est maintenant, sans rien rajouter de fermenteur, passer à 4000, c'est jouable. Ouais, ça serait jouable. Ouais. Et du coup, notamment grâce à l'automatisation, j'imagine que ça doit être pas mal. Ça aide, tu parlais du programme de Barrick. Pour le moment, je crois qu'il n'y a rien qui en est sorti. En tout cas, non, rien du tout. J'ai eu l'occasion de voir ça tout à l'heure. Il y a quand même un petit chai assez sympathique. Là, on a quelques barriques. Il y a combien de barriques remplies là, actuellement? Je crois qu'il y en a quasiment 80, un truc comme ça. Non c'est possible. Vous en avez rajouté entre temps alors. C'est ça. Et j'ai vu qu'il y avait un foudre aussi. 60 hectos, c'est ça? Et qui est vide pour l'instant. Qui est vide, oui, pour le moment. Mais qui va servir. C'est pas ce qu'on va mettre dedans. Ça veut dire que Aérofab va enfin se mettre à faire de la bouteille? Et là on fera de la bouteille effectivement. Et ça fait partie des choses qui nous bloquent aujourd'hui. Il y a des trucs qu'on pourrait déjà presque assembler, mais en fait on n'a pas d'embouteilleuse. Et puis justement, vu qu'on a pas mal de projets entre l'automatisation de la brasserie, la taproom où on fait des travaux tout le temps, du coup on a un peu délaissé les barriques, on leur laisse le temps de vivre. Mais il y a un moment où il faut qu'on avance, et donc il va nous falloir un peu de matériel. Et on a fait ça dans un bâtiment à côté, donc tout est séparé. Donc on a dû racheter une cuve d'eau chaude, faut qu'on développe un peu cette partie prod là-bas pour pouvoir conditionner. Ça prend du temps aussi, quoi. C'est encore autre chose. Est-ce que sur ces bières barriquées, vous allez créer, comme beaucoup de brasseries l'ont fait récemment, une deuxième identité? Est-ce qu'on aura du Aérofab sauvage ou... Non, je pense pas. Clairement, Aéro sauvage. Non. Clairement, le truc, c'est juste, de mon point de vue, c'est juste une histoire de not untapped, et c'est pour. Donc clairement, on n'est pas des gros fans d'Untapped à la brasserie. Même si on a la chance d'être bien classé sur Untapped, c'est cool. Ça fait. Moi je l'ai désinstallé depuis bien longtemps parce que j'en faisais des maladies. J'aime bien suivre notre travail, donc forcément. Et non, on fait plus partie des gens où on se dit que si on pouvait ne pas apparaître sur Untapped, tu vois, ou si les restos pouvaient se désinscrire de TripAdvisor, tout ça. Moi je soutiens bien ce genre de choses. Donc non, on fera pas d'Aérofab sauvage, mais on fera quand même des bières sauvages. C'est intéressant que tu du coup parles d'Untapped et du fait que toi ça t'intéresse plus et que tu ne regardes plus. C'est pas compliqué un peu le rapport au brassage quand on a des bières un peu orientées pour des bières geeks? C'est pas compliqué de se détacher justement d'Untapped qui a une importance assez cruciale pour le public visé? Ouais. En fait, clairement, c'est sans doute un peu hypocrite ce que je dis. En tout cas, on a eu la chance et la facilité d'avoir été super bien classé quand on a sorti nos bières et pendant les premières années de la brasserie. Donc, ça nous a. C'est facile de dire ce que je dis, en fait, de dire on s'intéresse pas. En même temps, on était bien noté et donc clairement, ça a un impact sur les ventes, quoi. Les consommateurs. Ça crée une notoriété de la brasserie, donc les gens veulent en acheter. C'est un peu une cascade au final, parce que et donc les clients, les cavistes, les distributeurs, ils regardent un peu en fonction de ça. Et donc on n'a pas eu de mal à vendre, sans doute grâce à ça. Donc je dis qu'on s'en fout, mais effectivement, on aurait été très mal classé sur Untapped. On aurait sans doute peut-être eu un regard différent, quoi. Peut-être plus regarder ça, essayer de comprendre, tout faire pour vendre plus. Donc il y a sur Untapped, je pense, comme partout, il y a du bon, du moins bon. C'est vrai que souvent la notation elle peut être un peu décalée avec des facteurs qui peuvent rentrer plus ou moins en compte, notamment le style de la bière. Oui. C'est vrai que le style de bière c'est fou. De toute façon, plus tu fais un truc qui est alcoolisé, plus qui est extrême, donc que ce soit alcoolisé ou houblonné, plus la note va être bonne directement. Quoi, bien sûr, on avait regardé il y a pas longtemps le top 50 Untapped France. Il y a une seule bière qui fait moins de 8 degrés. Et c'est aussi la seule sour du top 50. C'est la Picaboo chez Opiro, alors qu'il y a un gros jus pastry, elle est excellente. On en revient pour moi aux 3 facteurs qui font que ta bière elle est dans le top 50 d'Untapped, peut-être 3 ou 4 facteurs, mais tu vas voir le style, le degré d'alcool, la brasserie. Et je pense que même si on se le cache un peu, la teneur en sucre résiduel, elle doit jouer pas mal aussi. Forcément. Les gens notent pas en façon d'un style, en fait, ils notent juste en façon d'un goût, de ce qu'ils aiment, et du coup, un truc sucré qui est super flatteur, tu peux faire la meilleure session IPA, un truc hyper buvable, hyper bon, aromatique, tout ce que tu veux. Jamais tu auras une note de ouf. Toujours un malus par rapport à une IPA qui est plus chargée. Et tu fais une triple IPA qui, moi, c'est un style de bière que j'aime pas du tout.
Et bah même si c'est raté, parce que c'est à mon sens souvent le cas, enfin genre c'est pas un truc que j'apprécie boire, mais je pense plein de gens, enfin c'est quand même un peu extrême. Et bah du coup, même si c'est raté, tu vas avoir une note à peu près correcte, quoi. Bah, tu vois, là je regarde un peu Untapped. Bah, là où je trouve que par exemple vous faites très très fort sur Untapped, c'est Nor'easter, qui est votre bière la plus notée avec plus de 1500 notes et qui a une moyenne qui est supérieure à 4. Alors ça reste une NIPA, certes, ça facilite peut-être la tâche, mais c'est assez rare une bière qui a qui en fait n'est plus une éphémère tellement elle est revenue et maintenant elle est dans votre permanent en plus, si je ne dis pas de bêtises, qui arrive à garder une notoriété aussi élevée, c'est assez impressionnant. Elle est très emblématique de la brasserie. Oui, aussi, vous êtes vous arriver avec ça. Enfin, nous, c'était les premières NEPA à Nantes. Enfin, je sais que moi, j'étais hyper hypé là-dessus. Enfin, j'ai acheté ça. Voilà, quoi. C'était la bière, la NEPA de Nantes, quoi, en fait. Bah, pour moi, oui, c'est pareil. Tu me parles d'Aérofab, c'est le premier nom de bière qui me revient en tête. Ouais, voilà. C'est peut-être que c'est un des plus faciles à retenir aussi, je sais pas, mais. C'est une de nos premières bières aussi. On a dû sortir la Blizzard, la Mistral, et je pense que derrière, il y a peut-être le Roshi, là, une 8 ale, et puis derrière, c'est la Nor'easter, Non, puis l'autre côté, moi, qui me frustre, et c'est plus pour les autres, enfin, clairement, il y a plein de moments où quand je regardais les notes, tu vois des notes qui sont bonnes, alors qu'objectivement, tu sais que le truc que tu as sorti est pas fou. Et tu vois, c'est là qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y a une notoriété de la brasserie et tout, qui est cool, hein, je crache pas dessus, mais du coup, tu vois d'autres bières de collègues brasseurs qui sont hyper bonnes. Enfin, moi, je trouve, et puis tu regardes le truc, tu as des commentaires affreux. Et du coup, là, tu te dis, bon, bah, fais chier, quoi. C'est pas. Le truc est clairement pas objectif. Les dés sont pipés pour plein de raisons. Donc, il faudra remettre au goût du jour les dégustations à l'aveugle pour remettre les gens un peu sur les rails, des fois. Clairement. Mais c'est vrai que pour l'avoir expérimenté 2 ou 3 fois, la dégustation à l'aveugle, ça donne des résultats qui sont très très surprenants. Bah oui, c'est sûr. On est vraiment influencé par tellement de choses que. Je passe un peu aussi du coq à l'âne, mais je reviens à l'histoire première d'Aérofab, donc qui a commencé professionnellement en Gypsy, mais avant ça, vous étiez Brassam. Je pense que c'est quelque chose qui vous a marqué parce que vous êtes toujours très impliqué, on va dire, dans le milieu Brassam, Gypsy. Vous donnez leur chance à des brasseurs qui veulent brasser chez vous, peut-être en Gypsy si vous avez la place, ou il y a aussi des séries de bières Brassam que vous avez sorties. Ouais, carrément, les deux. Enfin, c'est un truc, ça faisait partie de l'ADN du projet. On s'était dit, on veut faire ça à fond. On a mis du temps sur le Gypsy parce qu'en fait, on s'est un peu fait avoir par notre propre truc. On avait que 6 fermenteurs au début et les bières partaient à fond et on n'avait pas du tout la disponibilité de proposer un fermenteur en Gypsy. Parce que clairement, financièrement, c'est beaucoup moins intéressant et on courait quand même un peu après les sous au début sur le lancement d'un projet. Donc on remplissait, on vendait nos bières. Donc on a mis les premiers brassins Gypsy, on les a fait l'année dernière, quoi. Et du coup, on a dû en faire 3-4. Et puis on avait pas mal de propositions où il y a un peu une frontière quand même entre le Gypsy et le brassage à façon. Et donc on voulait vraiment qu'il y ait un feeling avec les gens avec qui on fait ça, que ça soit dans un... Voilà, le but c'était pas de produire de la bière pour des gens qui s'intéressent. Enfin, fallait qu'en tout cas les gens, on faisait pas une bière pour quelqu'un, fallait que ce soit des gens qui arrivent avec une recette, qu'on discute avec eux, qu'on sente qu'il y avait un truc cool. Et après, effectivement, il y avait ce truc de brasseur amateur qu'on a mis du temps à lancer, et puis le Covid est arrivé là-dedans qui nous a foutu un peu dedans. Donc là, on a lancé les 2 premiers brassins et on voudrait en faire quasiment tous les trimestres. Le premier était sorti, je pense, l'année dernière au niveau du premier nom de sous pression, un petit peu avant. C'est ça. La Calanque. C'est ça. C'est la Calanque, quoi. C'était. Il y avait une sour avec de la lavande, non? Gin. Du gin, c'était de la lavande infusée dans du gin, il me semble. Ouais, cassis, gin, lavande, Mûr, un super souvenir, Ouais, c'était cool. La couleur était incroyable. La couleur, le goût, tout était top. Hein. C'était assez fou, ça. C'est les gars qui ont un projet de brasserie en cours, là, ils étaient là. Je les ai croisés. Je sais pas, ils en sont qui montent une brasserie sur Nantes, quoi, et qui font vraiment pas mal de sour avec des trucs hyper cool. Ils nous avaient fait goûter, je sais plus, quasiment une dizaine de bières, et ce truc-là, on avait trouvé ça terrible. Ça se passe comment, du coup, à ce niveau-là, pour les séries Brassam, pour vous? Comment vous allez trouver les brasseurs amateurs qui vont rentrer dans le programme, grosso modo? Comment on choisit la bière on n'a jamais hyper communiqué là-dessus, donc en fait, au début, on s'était dit... On peut faire un appel. Ouais, mais là, du coup, tous les Brassam qui nous entendent, si vous avez des bouteilles à nous envoyer, n'hésitez pas. Et on fait clairement ça sous la forme de coup de cœur. On hésitait à communiquer à fond sur les réseaux sociaux, mais déjà on avait peur de recevoir 10 000 trucs et de pas avoir le temps de goûter, de faire des retours corrects, donc on s'est dit vaut mieux se taire que de... Par contre, pas de bière, pas de brette, autre chose comme ça. C'est cool, mais on va peut-être pas en faire. Et du coup... Et puis surtout, on n'avait pas envie d'imposer un règlement. Enfin voilà, c'est pas un concours, on a envie de faire ça un peu au coup de cœur en fonction des rencontres, du style, de la bière, du machin. Et donc on a fait une autre bière du coup avec des brasseurs amateurs du coin là, qui viennent souvent à la brasserie et qui sont à fond sur principalement les bières houblonnées.
Ouais. Et donc l'idée en tout cas c'est que les brasseurs ils viennent avec leurs recettes et ils font tout ce qu'ils veulent quoi. Juste c'est eux. Nous on garde un petit peu ensemble pour leur réadapter pour l'outil de. Ouais c'est ça. Nous on leur donne des conseils pour leur dire voilà si vous faites ça on ferait ça. Ouais. Mais vraiment c'est eux qui ont le dernier mot sur toutes les décisions. Et après dans l'opérationnel techniquement ça se passe comment? Ils prennent la main, vous êtes quand même. Ouais, on est quand même là parce que la brasserie est un peu compliquée. Alors même si maintenant il suffit d'appuyer sur un bouton, c'est. Faut appuyer sur le bon bouton, hein, Charles, quand même, attention. Donc non, mais en général ils sont là quand même, c'est l'esprit à fond justement. Là, c'est eux, c'est qui viennent brasser leur bière, qui soit le jour du brassin, le jour du conditionnement, qui suivent le truc. En plus, tu parles du brassin, ça se passe beaucoup sur le bloc froid, comme tu disais derrière. Donc en plus, tu parles après, tac, tiens, on pourrait faire ça. Enfin, t'en parles plus le jour du brassin. Mais les derniers avec Julien, on avait changé même au cours du brassin. Donc l'échange, il se fait jusqu'au bout. Ouais, ça, c'est un beau projet en tout cas. Moi, j'ai kiffé la journée. Les gars, là, franchement, c'était trop bien, quoi. Bah, nous, en fait, c'est un truc qu'on aurait adoré quand on était Gypsy. Parce qu'en fait, on voulait surtout se lancer, faire des bières. On voulait pas tant. En fait, quand t'es Gypsy, tu gagnes pas beaucoup d'argent entre ce que ça te coûte le brassin à façon, le fait de le ramener, de le stocker, de le transporter, de le vendre. À moins de faire vraiment des très gros volumes en Gypsy. Je pense que les Piggy, je sais plus combien ils faisaient, mais je pense qu'ils devaient commencer à réussir à sortir un peu de sous, mais pas non plus de quoi faire vivre un projet. Il faut vraiment être énorme. Nous, je crois qu'on avait fait quasiment 400 hectos la première année. Et le résultat, peut-être non, moi je dis des bêtises. On a peut-être fait 250 hectos ou 300 hectos. Et à la fin de l'année, il restait zéro, quoi. Enfin, ça nous a permis d'acheter quelques tireuses, de payer les graphistes, de payer des frais. Mais nous, on se payait pas, et puis ça a rien financé, quoi. Fallait pas compter là-dessus. Donc, on en a été assez vite conscients. Et donc, est-ce que d'un côté, ça peut aussi peut-être servir à crédibiliser le projet, justement pour les financements? Bah le côté Gypsy. Pour le moment, ça nous rapporte rien parce qu'on peut pas rentrer d'autres frais avec cette méthode-là. Par contre, vous voyez les canettes qu'on produit, on les vend. Ah bah ouais, carrément. C'est pour ça qu'on a fait cette phase en Gypsy, quoi. Parce qu'on était parti. De toute façon, on s'est dit il faut y aller. On a que ça à faire, donc on est parti. Et puis ça a rassuré. Quand la banque qui nous a financé, c'était déjà 6 mois après le début du Gypsy. Ils voyaient qu'on vendait déjà, ça partait. Enfin, c'était pas juste du papier, des photos et quelques idées, quoi. Puis asseoir son image sur Nantes. Enfin, du coup, les canettes étaient là, nous on les voyait, on dit ils sont sur un projet, ils annonçaient l'ouverture, donc t'avais déjà un engouement. Mais c'est pour ça que nous on aurait juste rêvé finalement d'avoir une brasserie, parce qu'au bout d'un moment on n'avait plus assez de sous, vu que le Gypsy mettait du temps à générer des sous même pour s'auto-financer. On voulait continuer à brasser, mais on n'avait plus de sous pour financer ça, et donc on voulait juste, on aurait rêvé qu'une brasserie nous dise venez faire un brassin, on met votre nom dedans, on communique sur votre projet, mais du coup en fait les brasseries ça les intéresse pas. Ce que je peux comprendre complètement, mais du coup, nous, on s'est dit, on aurait tellement adoré ça qu'on a envie de proposer ce truc-là. C'est pas le but forcément de la série Brassam. L'idée, c'est un truc de Brassam, donc c'est des gens juste qui sont brasseurs amateurs qui ont envie c'est de leur laisser l'opportunité de. Il y a des trucs. Le point de départ, c'est de se dire, on goûte tellement de trucs en brasseur amateur, c'est moins le cas aujourd'hui. Mais il y a 4-5 ans, mine de rien, sur Nantes, il y avait une dynamique hyper forte de brasseurs amateurs. Et on goûtait, il y avait plein de trucs qui étaient pas très bons, mais il y avait les meilleurs trucs qu'on goûtait, carrément, on venait souvent de brasseurs amateurs, bien plus que de brasseries pro qu'on trouvait sur le marché français, quoi. Et donc aujourd'hui, le niveau de brasserie pro français dans le craft, ça a quand même beaucoup augmenté, donc c'est moins vrai, mais il y a quand même une créativité et un talent de brasseurs amateurs qui est hyper fort. Et donc l'idée, c'était de leur donner une petite vitrine, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Juste pour le plaisir. Et puis ceux qui décident de passer le pas et de devenir pro, et si ça peut leur faire un petit coup de main, un petit coup de pouce pour faire parler du projet, faciliter des financements et tout comme ça, tant mieux. Alors après, sans parler en plus de brasseurs amateurs ou de Gypsy, il y a aussi tout ce qui est collab avec d'autres brasseries. Et là, j'ai l'impression que c'est quand même une des brasseries peut-être les plus actives là-dessus en France. Vous faites beaucoup de collabs. Pas forcément dans les deux sens aller-retour, mais à chaque fois on voit toujours des petites collabs à droite à gauche, que ce soit avec des acteurs locaux à Nantes ou alors ailleurs. Sur ces dernières semaines, j'ai en tête déjà des collabs avec Iron, La Superbe et certainement plein d'autres. J'ai pas eu le temps de tout voir passer. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de rester quand même assez dynamique au sein du milieu brassicole entre brasseurs. Ouais, c'est dans la même dynamique, je pense que, et du coup de pas mal de brasseries, quoi, dans le craft, c'est d'être dans l'échange. Les collabs, c'est un temps d'échange hyper cool, quelle que soit la brasserie, en local, national, à tous les niveaux. C'est par période, des fois il y en a, des fois il y en a. Là, il y en a eu beaucoup ces derniers temps. Oui. C'est avec les rencontres, quoi, en fait. Ça se fait souvent. En fait, au tout début de la brasserie, justement, on s'était dit on veut un fermenteur dédié pour les Gypsy, un fermenteur dédié pour les brasseurs amateurs et un fermenteur avec une collab tout le temps en continu, quoi.
Et du coup, les collabs, c'est ce qu'on a fait le plus, quoi. Il y a quasiment, effectivement, toujours une bière de collab quasiment dans le fermenteur. Et puis, quand ça fait 2 mois qu'il n'y en a pas eu, du coup, on fait 3 collabs d'un coup. Pour rattraper. Pour rattraper. C'est un peu ça. Et non, ouais, c'est souvent des super rencontres. On a fait une collab avec une brasserie dont on taira le nom qui s'est pas bien passé. Pas bien passé, c'est mal passé. C'était une collab parce il y a le côté un peu prestige de la collab aussi parfois, tu vois. Et du coup, c'était ça. Nous, on était là, c'est une brasserie internationale, c'est cool. Ok. Et puis en fait, du coup, c'était chiant à mourir parce que c'était juste pour une histoire de marque. Et du coup, ça, on s'est dit, ok, on fera plus, tu vois. Ouais. Comme je parlais de Untap, ça fait partie des trucs, tu vois, on n'a plus envie de faire ça et on préfère faire des collabs tous les 6 mois avec nos potes de la brasserie du Grand Zig en Vendée. Parce que c'est l'occasion de parler bière, de boire un coup et de passer un moment. C'est surtout ça qu'on recherche dans les collabs, mais comme je pense que la majorité des brasseurs. C'est toujours sympa de voir des Vendéens, de toute façon. Oui, on aime les Vendéens. Est-ce que tous les deux vous avez une bière qui vous a marqué chez Aérofab, collab ou pas, que vous avez préféré boire, brasser ou... En collab? Pas forcément. Non, dans tout ce qui tout, s'est fait. Ouais. Sorties. Ah, moi, je sais pas, il y en a tellement que j'ai bien aimé. Je te laisse la main. Ouais. J'ai envie de citer une des dernières parce que c'est toujours un peu dans les faciles. La Tourbillon Vista là en ce moment, que je trouve vraiment très très cool. Qui est du coup une single up IPA. Une single up, ouais. Collab, on peut dire ça comme ça, avec Yakima. Avec un nouveau pour leur nouveau nom, le Vista. Qui a un peu des côtés Neo Z et tout, un truc que j'aime bien moi, donc c'est intéressant de voir sortir ça. Ouais, j'ai goûté ça tout à l'heure, c'est vrai que c'est très sympa. Ouais, puis elle est bien réussie. Bon jus de houblon. Ouais. Et c'est vrai que pour un single up, je trouve que tu as quelque chose de très développé sur l'aromatique. C'est complexe, c'est complexe. Carrément. Ça, puis elle a 3 ans quand même. Notre première bière, ça. Double n'est pas toujours. Après, moi, je suis coquin, ça. Gros fan des petites bières, des petites sessions IPA, des trucs comme ça. Et du coup, on essaie de faire des trucs, mais je me souviens justement en collab avec le Bubar, là, un brewpub à Nantes. Du coup, la Barber, la session IPA qu'on avait fait avec lui, ça c'était hyper bon. Exact. Depuis, on s'efforce d'essayer de refaire des trucs comme ça. Je sais pas si on y arrive. Mais en tout cas, j'ai l'image de ce truc-là. C'était vraiment cool. Je l'avais bu, en plus, c'était pendant le confinement. Hein. Je m'étais fait livrer un carton chez moi et il y avait dedans. Donc, j'ai un très très bon souvenir. Un carton carrément, un carton. Il faisait des mix packs, je me rappelle. Tu pouvais acheter un carton de 24 et tu avais, je sais plus, 24 bières différentes. Ok. Est-ce que. J'ai une question pour toi Charles. C'est très technique. Est-ce que Tang brasse mieux ou dessine mieux? Ou ni l'un ni l'autre. Jette une pièce en l'air. Les deux, mon capitaine. Tang, c'est un super brasseur. Du coup, c'était pour nous le meilleur brasseur amateur de Nantes. Quand on a monté la brasserie, on était là, c'était le papa, quoi. C'était lui qui faisait des bières à 70 BU. Et des pierres burn. Non, c'est clairement le meilleur brasseur amateur de la région. Et c'est gentil, tu vas trop loin. Je le pense. Et puis il dessine super bien. Mais du coup, il dessine déjà pour plein d'autres brasseries, alors on peut pas lui. Si t'as quand même fait une étiquette de. J'en ai fait au début pour vous. Ouais, la tornade, c'est toi qui as fait la tornade. C'est subtil parce que c'est les motifs de vent. On voit pas trop la patte du. Il y a la Lou aussi, je crois. Ah oui. Ouais, la Lou et les premiers t-shirts aussi. Et puis voilà. Tu travailles pour tous les brasseurs de France et de Navarre. Ouais, un peu moins maintenant que j'ai plus le temps. T'as moins le temps, Et puis là, la canette des 3 ans, là, c'est moi qui ai fait. Ah oui. Ça, on voit ta patte dessus. Ouais, t'as vu un peu. C'était cool de sortir un truc. Légèrement. Il y en aura d'autres. Ça a plu à tout le monde, donc c'est bien. Tant mieux. Je sais pas si vous avez des choses que vous vouliez rajouter. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais noté. J'ai potentiellement raté des choses. Après, en général, je conclue l'épisode pour dire où est-ce qu'on trouve des bières de chez vous. Mais alors, Aérofab, ça va, je pense que vous êtes relativement distribué. Ça va être. Ça va. Et si jamais il y a une personne qui rentre dans un trou paumé et qui n'a pas de cave avec du Aérofab à proximité, il me semble que vous avez quand même un webshop où vous faites quand même des expéditions une fois de temps en temps. Une fois par mois. Ouais, carrément. Là, Arthur, il vient de passer l'après-midi. Oui. Il a commencé hier. Ouais, il a commencé hier. En gros, vous ouvrez les commandes pendant une certaine période et après vous envoyez une fois par mois, c'est ça? C'est ça. On avait commencé avec le confinement comme pas mal de monde et puis en fait c'est un boulot monstrueux d'avoir un webshop. C'est quand même costaud. Et du coup on a arrêté parce qu'on n'arrivait pas à suivre et en fait on s'est dit on va pas le faire au quotidien et juste le webshop il est ouvert une fois par mois. On peut passer sa commande quand on veut, mais il faut que peut-être pas. C'est que la dernière semaine du mois, je crois. C'est ça, ouais. Et ensuite on expédie au début du mois suivant, quoi. Ok. Donc t'as toutes les nouveautés qui sont dispo directement. Ouais.
Bon, c'est cool. Et ben merci les gars. Je sais pas si du coup un mot de la fin quand même. Moi je passe quand même un petit bonjour à Nico, mon collègue brasseur qui est en vacances. Voilà, il me manque. Bisous Nico. Super. Et ben je vous remercie tous les deux pour le temps que vous m'avez accordé et pour cet épisode. Et pour les auditeurs du podcast, je vous dis à bientôt. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez toujours aller laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Salut. Merci.